Bon après-midi, je m'excuse de ce léger retard. Donc, je suis Fiona Meadows. J'ai le plaisir de vous présenter en distanciel une table ronde organisée dans le cadre de la plateforme de la création de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine et son laboratoire de l'Afrique, une soirée autour de la Terre. À la sortie du magnifique ouvrage « Construire en terre au Sahel aujourd'hui », j'ai tout de suite contacté son auteur, Odile van der Mieren, pour qu'elle organise cette soirée autour de la terre, matière si vertueuse pour l'architecture. Et je l'en remercie vivement. Et j'en suis d'autant plus heureuse que le panel choisi n'est composé que de femmes expertes sur le sujet. J'ai le rôle de vous présenter ces expertes architectes qui vont intervenir au Sahel aujourd'hui. J'ai tout de suite contacté son auteur, Odile van der Mieren, pour qu'elle organise cette soirée. C'est bizarre ça. Bon. Odile van der Mieren est ingénieure, architecte belge. Odile travaille depuis plus de 12 ans en Afrique et en Europe dans une même philosophie, créer des synergies et allier les savoir-faire pour réaliser une architecture respectueuse de l'environnement. Elle a été finaliste du Terra Award 2016 avec l'école de couture à Niamey. C'est à partir de là qu'elle propose de décliner ce concours au Sahel et fonde avec ses amis le réseau FACT Sahel+. Le livre « Construire en terre au Sahel aujourd'hui » est le résultat de 10 ans de travail et de mise en réseau pour révéler les acteurs du terrain. Elle a créé son association Archisanat en Belgique. Une autre intervenante est Mariam Sy, architecte, cofondatrice du réseau FACT Sahel+, experte ICOMOS Mali, directrice du cabinet Architer. Mariam Sy, architecte malienne, a fait sa spécialisation de l'architecture en terre il y a plus de 10 ans. Elle a créé son bureau Architer. Elle est experte chez ICOMOS. Elle a travaillé à la rénovation de la mosquée de Djenné au Mali pour le projet Aga Khan. Suite à divers projets communs qui lui ont fait rencontrer des collègues de la sous-région, elle a cofondé le réseau FACT Sahel+. Elle en est actuellement la présidente depuis le Mali. Ensuite, Madiana Pogno-Azoumé, ingénieure, bâtiment durable, enseignante et consultante. Après avoir exercé une quinzaine d'années dans tous les métiers du bâtiment, dans plusieurs pays du continent, elle constate sur le terrain l'inadaptation entre les constructions réalisées, le climat et les modes de vie. Elle repasse alors par la case formation pour se spécialiser en efficacité énergétique du bâti. Aujourd'hui, elle est consultante en formation, bâtiment durable et conception bioclimatique du bâtiment à l'ICAM, l'École des mines de Saint-Étienne, l'Université de Hambourg, et est ingénieure conseil auprès d'organismes qui œuvrent pour la construction plus confortable et en phase avec l'environnement local dans les pays tropicaux, comme l'ADEME, l'AIMF. Elle a également été assistante à la coordination et membre du comité technique du Fibra Award. Elle est membre active de FACT Sahel+. Il y a aussi Amélie SCC, architecte, spécialisée en conservation du patrimoine et construction durable. Elle collabore avec différentes institutions nationales et internationales, Expertise France, UNESCO WHC, Unité Afrique, AIMF, collectivités locales, institutions éducatives et universitaires, institutions africaines et autres. Elle est membre de l'ICOM Niger et fondatrice de l'ONG Bâtir et Développer, qui est un club UNESCO. Son actualité, création d'un chantier école en terre dans un collège de Cergy en partenariat avec le CAUE, et il y aura une exposition Femmes bâtisseuses d'Afrique qui sera présentée pendant 1 mois, accompagnée de la projection du film sur la restauration de la maison en terre de Jean Rouch au Niger, ainsi que le coffret Fleuve Niger, Femmes et patrimoine, et 4 ouvrages jeunesse. Et enfin, je termine la présentation par Dominique Gauzin-Muller, architecte, chercheur et enseignante. Dominique a écrit 19 livres et créé plusieurs expositions sur l'architecture et l'urbanisme éco-responsable. Elle est professeure honoraire de la chaire UNESCO, Architecture de terre, culture constructive et développement durable, et intervient dans plusieurs écoles d'architecture à travers le monde, Strasbourg, Marrakech, Zurich, Linz. Elle a initié et coordonné 2 prix mondiaux,
le Terra Award 2016 sur l'architecture en terre crue et le Fibra Award 2019 sur l'architecture en fibre végétale. Le manifeste pour la frugalité heureuse et créative qu'elle a lancé en 2018 avec Philippe Madec et Alain Bornarel a déjà reçu plus de 11 000 signatures. Et donc, c'est avec, j'ai le plaisir de demander à Dominique Gauzin-Muller de démarrer. Je lui passe la parole, comme me l'a demandé Odile van der Mieren. Bonne soirée tout le monde. C'est un plaisir d'être ici avec vous. Merci Fiona pour la présentation. Oui, c'est un plaisir d'être avec Odile, avec Amélie, Madiana et Mariam, et de vous parler de l'architecture en terre au Sahel et ailleurs. La prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, on m'a demandé de vous décrire la construction en terre et de faire un petit peu un historique ou de faire une présentation un peu plus générale, alors que mes amis vont se concentrer sur l'architecture en Afrique et en particulier au Sahel. Donc l'histoire de l'architecture en terre crue, elle a environ 10 millénaires. Elle a émergé pendant la révolution néolithique, quand les hommes ont commencé à se sédentariser et à construire leurs maisons. Vous devez imaginer, il y a donc 10 millénaires, les gens qui étaient jusque-là nomades, ils ont décidé, ils ont trouvé un endroit très, très fertile, donc ce qu'on appelle le croissant fertile entre le Tigre et l'Euphrate. Et donc, c'est un endroit où on pouvait facilement faire de l'agriculture, ils ont fait de l'élevage aussi, et donc ils ont eu besoin de créer leur habitat. Et cet habitat, ils l'ont créé avec les matériaux qu'ils avaient à portée de main et les matériaux qu'ils avaient sous leurs pieds, donc essentiellement de la terre. Ce qui est intéressant, c'est que 3 techniques qui ont été inventées alors sont toujours en usage aujourd'hui, l'adobe, la bauge et le torchis. La prochaine, s'il vous plaît. À peu près 30% de la population mondiale vit dans des bâtiments en terre aujourd'hui, et les petits points que vous voyez, donc ce que vous voyez en orange, ce sont les endroits dans le monde où on a des constructions en terre. Vous voyez qu'il y en a beaucoup en France encore, il y en a aussi surtout le pourtour de l'Amérique latine, en Afrique beaucoup, entre autres en Afrique de l'Ouest et au Sahel, et puis beaucoup en Asie aussi. Et puis les petits points blancs que vous voyez sur ces grosses taches rouges, ce sont les sites mondiaux les sites du patrimoine mondial de l'UNESCO. Vous voyez que là encore, elles sont réparties sur tous les continents. Le prochain, s'il vous plaît. Donc, 15% des sites du patrimoine mondial de l'UNESCO sont en terre crue, en particulier ce Ksar Aïd Benadou à Ouarzazate au Maroc depuis le XIe siècle. Il est composé d'espèces de petits manoirs en pisé ou en adobe qui ont été réparés, qui ont été rénovés, restructurés, entre autres par Crater et par d'autres acteurs du patrimoine mondial, par la Fondation Aga Khan aussi, je crois, et tous ces sites du patrimoine qui sont tout à fait extraordinaires nous montrent à quel point, depuis des millénaires maintenant, on a fait preuve d'une grande inventivité pour construire avec de la terre crue. Le prochain, s'il vous plaît. Un des bâtiments les plus remarquables que j'ai vus en terre crue, ce sont les Toulou. C'est l'habitat communautaire traditionnel au sud de la Chine. C'est l'ethnie des Hakka, et ils ont construit des espèces de maisons familiales, des maisons communautaires qui sont parfois de plan rectangulaire, mais en général sur un plan circulaire. Il y en a encore aujourd'hui à peu près 20 000. Celle-ci est la plus grande que j'ai vue, mais il y en a encore d'autres plus grandes. Le diamètre maximum est d'à peu près 80 mètres. Ça fait jusqu'à 20-22 mètres de hauteur, et ça peut accueillir jusqu'à 600 personnes. Le prochain, s'il vous plaît. Donc, ces Toulous sont construits en pisé, avec parfois 2 mètres d'épaisseur de mur en bas et puis à peu près 1 mètre en haut. Donc, à côté du pisé, qui est une technique qui a été inventée au IXe siècle avant Jésus-Christ,
il y a cette technique très traditionnelle que vous connaissez tous, qui est le colombage, le torchis, c'est-à-dire une structure en bois avec un remplissage, avec un mélange de terre et de paille. Un des plus connus, c'est la Petite France à Strasbourg, mais il y en a à Paris, il y en a à Bourges, un peu partout. Oui, la prochaine, s'il vous plaît. L'architecture en terre connaît actuellement un renouveau assez exceptionnel, tout comme l'architecture avec d'autres matériaux des constructions vernaculaires comme le bois ou les roseaux, par exemple. Et voilà juste quelques livres qui sont parus au cours des derniers 10 ans. Certains sont un peu plus anciens, mais ont été réédités, comme le traité de construction en terre de Cratère, Habiter la terre de Jean de Thiers. Et puis à gauche, vous voyez Architecture en terre d'aujourd'hui, qui est le catalogue de l'exposition du Terra Award. Et puis deux dossiers que j'ai écrits avec Mathieu Fuchs pour le magazine DA, un sur la terre coulée et un autre sur le pisé. Le prochain, s'il vous plaît. Alors, voilà les exemples. Les finalistes du Terra Award, il y en avait 40. Donc, le Terra Award, c'est ce prix que nous avons lancé en 2015 avec Amaco et Cratère. Et vous voyez que les finalistes donc, sont répartis vraiment là aussi sur tous les continents, un petit peu comme vous avez vu tout à l'heure que les gens qui vivent dans des bâtiments en terre sont répartis sur tous les continents aussi, de l'Amérique du Nord jusqu'à l'Australie. La prochaine, s'il vous plaît. Et alors, Odile, qui a organisé cette soirée, à laquelle elle nous a si gentiment invités, est une des finalistes de ce Terra Award, avec cette magnifique école de couture en terre et acier. Donc, l'image principale, c'est la construction brute en adobe avec des voûtes nubiennes. C'était en fin de chantier. Le bâtiment ensuite était protégé par une tôle métallique pour préserver la terre. Et ce que vous voyez en bas, c'est un détail après l'enduit très coloré. Et tout à l'heure, Odile et ses amis du Sahel vous montreront des femmes en train de faire ce type de décoration. La prochaine, s'il vous plaît. Parmi les bâtiments en terre les plus connus en Europe, il y a cette maison qui est celle d'un grand spécialiste de la construction en pisé qui s'appelle Martin Rauch. C'est sa propre maison. Elle se trouve à Schlitz, dans le Vorarlberg, et elle a été construite il y a 10 ans. Et les murs font 3 étages, construit sur place avec de la terre compactée entre des banches. Donc, la technique du pisé. C'est une maison où j'ai eu la chance d'aller assez souvent. J'y ai même dormi assez souvent. Et il y a à l'intérieur une ambiance vraiment extraordinaire qui prouve vraiment que les murs en terre ont des avantages extrêmement positifs au niveau de la qualité de l'air intérieur, aussi au niveau de l'absorption des sons, l'ambiance acoustique aussi bien que l'ambiance thermiques sont très, très agréables. Et en plus, il y a une beauté haptique. À droite, c'est une photo de l'escalier à l'intérieur de cette maison. Et c'est vraiment tout à fait remarquable. Le prochain, s'il vous plaît. Voilà une vue extérieure de cette maison. Et les bandes que vous voyez sur la façade, ce sont des briques qui freinent l'érosion. Et Martin Rauch, donc, qui est à la fois c'est un artiste au départ qui a étudié la céramique et qui est devenu entrepreneur de pisé. Il dit « Ma maison, c'est une cabane africaine avec tout le confort moderne. » Et c'est vraiment comme ça. La prochaine, s'il vous plaît. Un autre bâtiment finaliste du Terra Award, un musée archéologique en Alsace, avec un mur en pisé, un double mur en pisé pour remplir les exigences thermiques, avec à gauche un mur fait sur place d'une trentaine de centimètres d'épaisseur en terre compactée, et puis à droite des éléments qui ont été préfabriqués à côté du chantier pour être mis en place, et entre les deux, 1 centimètre de liège pour assurer l'isolation thermique. Le mur à gauche est porteur. Oui, merci. Un autre finaliste en France, le Conservatoire européen des échantillons de sol à Orléans. C'est encore un bâtiment en pisé
Et comme on le dit souvent dans l'architecture en terre, il faut avoir des bonnes bottes et un bon chapeau. Et là, vous voyez que c'est bien protégé. Ça se marie aussi très bien avec le Douglas de la charpente. Le prochain, s'il vous plaît. Je vous parlais de Martin Rauch, je vous ai montré sa maison qui est en pisé fait sur place, sur le site du chantier. Mais Martin Rauch, pour pouvoir faire des bâtiments de plus grande envergure, comme par exemple la maison des plantes de Ricola à côté de Bâle, a eu l'idée de créer une chaîne de préfabrication du pisé pour Ricola. Donc, il a créé les machines pour ça. Ça fait ces produits sur toute la longueur, et puis après il y a des très grandes scies qui découpent en morceaux. Ce sont des éléments qui font en général 45 à 50 cm d'épaisseur, 1,10 m de haut et jusqu'à 3,60 m de longueur. La prochaine, s'il vous plaît. Et c'est avec ce type d'éléments qu'ils vont construire la maison des plantes des bonbons Ricola à côté de Bâle. C'est un bâtiment dessiné par Herzog et réalisé par Martin Rauch. Le prochain, s'il vous plaît. En France, à nouveau, alors ça, c'est un bâtiment qui a été construit après le Terra Haute. Je pense que il sera certainement parmi les finalistes du prochain prix que nous sommes en train de préparer. C'est un pôle culturel qui se trouve à côté de Toulouse, dessiné par mon ami Philippe Madec, avec Alain Bornarel comme ingénieur. Et vous voyez que, outre la structure en bois, il y a des murs en BTC qu'on appelle les briques de terre comprimées. La prochaine, s'il vous plaît. Et puis, l'autre technique, donc pour résumer un peu, je vous ai dit qu'il y avait 3 techniques qui avaient 10 000 ans, le torchis, la bauge et l'adobe, les briques d'adobe. Le pisé, lui, est arrivé plus tard, à peu près 9 siècles avant ce que j'ai écrit. En 1950, on a créé en Amérique latine une machine pour faire des briques de terre comprimées. C'est un peu comme des adobes, mais comme c'est plus compressé, c'est une résistance mécanique supérieure. Et puis, depuis quelques années, on a lancé, en particulier en France, ce qu'on appelle la terre coulée ou le béton d'argile. Donc, c'est un mélange, on coule entre des banches, un peu comme du pisé. Pour l'instant, il faut encore y mettre un peu de ciment, mais il y a pas mal de chercheurs qui travaillent à un mélange qui permettrait de ne pas utiliser de ciment. Ici, vous voyez une école avec des murs en terre coulée. Il y a quelques bâtiments en France. Prochaine, s'il vous plaît. Et puis, je vous ai dit qu'il y avait actuellement un engouement quelque part pour les constructions en terre crue et qui correspond tout à fait aux besoins que nous avons aujourd'hui de trouver des alternatives au béton qui est responsable d'à peu près 8% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, il y a aujourd'hui, à côté de Paris, un quartier à Issy-les-Moulineaux qui est prévu avec une partie des constructions en terre. Le prochain, s'il vous plaît. Et puis, il y a ce cycle terre qui a été, c'est un projet de recherche et développement. La prochaine, s'il vous plaît, qui mène à la construction d'une fabrique dans laquelle on va utiliser 8000 tonnes d'excavation du Grand Paris pour en faire des matériaux à base de terre, à la fois des blocs, des BTC, du mortier, des enduits et aussi des petits éléments en pisé préfabriqués. C'est un cours de construction à Sevran. Merci. Il y a aussi un quartier qui, lui, est en cours de construction à Biganos. C'est sur le bassin d'Arcachon, à côté de Bordeaux. Et là, sur les 600, il y aura 600 logements. Et il y a plusieurs projets qui sont avec des blocs de terre comprimés. Le prochain, s'il vous plaît. Alors, je vous ai dit qu'on avait fait le Terra Award en 2015-2016. On a fait ensuite le Fibra Award en 2018-2019. Et là, on a réuni les 2 prix pour en faire un Terra Fibra Award avec des candidatures jusqu'au 3 mars 2021. Donc, si vous avez construit un bâtiment soit avec de la terre crue, soit avec des fibres, soit avec les 2, vous êtes bienvenus pour candidater. La prochaine, s'il vous plaît. Alors, l'essor de la terre
Pourquoi maintenant? Il y a différentes raisons. La première, c'est la redécouverte du patrimoine en terre crue, entre autres grâce à Cratère et à la chaîne UNESCO. Des connaissances scientifiques sur la matière en grains qui ont été développées par Cratère et Amaco, une ressource très largement disponible en France et ailleurs. L'obligation légale depuis peu de temps en France de recyclage des déchets qui a obligé à trouver des solutions un peu astucieuses et vertueuses. L'intérêt du public pour des matériaux écolocaux, aussi des matériaux sains, des matériaux naturels. Un engouement international pour l'architecture de terre, entre autres grâce à tous les livres qui sont sortis, aussi un peu grâce au Terra Award, grâce entre autres aussi aux livres de Deal, et puis la volonté politique face à la crise écologique et sociale. Mais cet essor de la Terre aujourd'hui, il vient surtout d'un nombre croissant de maîtres d'ouvrage, d'architectes, d'ingénieurs, de chercheurs, d'artisans et d'entrepreneurs très engagés, dont le FACT Sahel Plus. Et c'est avec plaisir que je passe maintenant la parole à mon ami Odile, qui va savoir vous charmer avec les magnifiques couleurs et les magnifiques architectures du Sahel. Merci Dominique pour cette belle introduction et puis pour la passation de la parole. J'en profite pour remercier aussi la Cité de l'Architecture et du Patrimoine de Paris, nous inviter, et Fiona, de nous inviter à ces rendez-vous. Merci Fiona, rendez-vous Afrique. Et donc voilà, c'est le FACT Sahel qui a invité aujourd'hui, et comme vous l'avez vu, on est toutes là pour représenter tous les acteurs et les membres du FACT qui sont avec nous et qui nous suivent et qu'on salue dans tous les pays du Sahel. Donc j'en profite aussi pour vous proposer de poser vos questions sur le chat du Facebook. S'il nous reste encore un peu de temps, on prendra le temps pour y répondre, et puis par la suite, on pourra refaire des séances si on n'a pas pu répondre à tout, n'est-ce pas? La terre nous rend vivants. La construction en terre nous rend vivants. Nous sentons l'odeur de cette terre dont nous sommes issus. Florian va donc défiler petit à petit les images sans forcément attendre la suite. Moi, c'est plutôt un support aux propos que je vais tenir. La construction en terre nous rend vivants. Nous sentons l'odeur de cette terre dont nous sommes issus. Nous touchons sa matière qui nous apaise. Nous voyons ses couleurs qui nous émerveillent. Nous nous enthousiasmons pour les potentiels qu'elle nous inspire, pour les innovations qu'elle suscite dans nos esprits, nous amenant à réinventer des savoir-faire et à surpasser les techniques existantes. Nous avons suivi les traces de nos pères et de nos mères. Ils nous ont appris les techniques de construction, le respect du monde vivant et le partage. Notre devoir en tant qu'experts est d'adapter ces techniques à la société d'aujourd'hui. Les experts forment le FACT. Comme je vous le disais tout à l'heure, nous parlons aujourd'hui au nom de tous les membres de notre réseau. En Afrique de l'Ouest, des femmes et des hommes engagés se regroupent depuis une dizaine d'années pour former le FACT, notre réseau, qui fédère les acteurs de la construction en terre au Sahel et dans les pays limitrophes. Le FACT est né de la mobilisation des acteurs de 3 pays, le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Nous organisons l'échange entre les professionnels, leur visibilité, et nous affirmons une identité constructive sahélienne qui respecte les ressources naturelles et les savoir-faire humains. Les membres du FACT sont des hommes, des femmes, des architectes, des maçons, des artisans, des fonctionnaires, des ingénieurs, des artistes, des décorateurs, des photographes, des ONG. Florian, je te demande juste, voilà, arrête ici peut-être sur les photos des étudiants de l'école d'architecture de Bamako. Et cette belle photo de FACTMI 2020 lors du festival Bogodja à Sibi au Mali. Et comme vous le voyez sur les photos des étudiants, sur la slide suivante, la génération future est avec nous et nous espérons tous, nous sommes tous ensemble parce que nous espérons devenir de bons ancêtres, comme le suggère le philosophe Roman Snarik
sur son nouveau livre qui introduit à la pensée au long terme. Je passe à la partie suivante, qui est en fait les raisons, et donc une question importante à se poser avant de développer la suite de la présentation, c'est de se demander pourquoi nous le faisons, pourquoi nous sommes ensemble. Et Dominique a déjà introduit les questions. Et nous sommes ensemble pour le cycle de la Terre, comme nous allons le voir dans les diapositives suivantes. Car le fact, quand nous construisons en Terre, nous relions avec le cycle de la Terre, le cycle des saisons. Nous prenons à la Terre et nous rendons à la Terre. Construire en Terre, comme le disait Elvira Pietrobon, c'est rétablir le lien avec le territoire, c'est nous sensibiliser aux défis du futur, et cela symbolise une culture d'habiter. Les constructeurs du FACT partagent les mêmes contraintes et les mêmes opportunités économiques, culturelles, climatiques, environnementales et humaines. Plusieurs similitudes flagrantes sont sensibles dans leurs projets. La raréfaction des ressources en eau, en électricité, en bois sont autant de facteurs qui sollicitent le génie humain, stimulés pour réinventer la matière. De nombreuses équipes proposent un projet global incluant l'aménagement des espaces extérieurs, la présence du végétal, l'orientation des vents, la prise en compte des éléments naturels et la recherche d'harmonie sont révélateurs d'un impératif qui ne peut plus être ignoré, la prise en compte de la nature qui nous entoure. Vous avez pu voir différents projets qui sont présents dans le livre, avec des potagers. Ici, le lac de Lassa. Le premier geste a été de canaliser l'eau pour développer leur projet d'agriculture et d'architecture. Vous avez vu aussi d'autres projets qui contenaient des potagers, des châteaux d'eau. Et ici, le projet de Lèves est partenaire Pays d'Ogon au Sahel avec le lycée Sanga, qui ne prend pas en compte uniquement le bâtiment, mais tout ce qui l'entoure. Car il y a un slogan des projets dans le livre qui me parle beaucoup. Le vrai luxe, c'est la nature. Et ça veut tout dire. Vous voyez dans la diapo suivante le projet d'une construction sans bois au Niger, à l'entrée de la Tapoa, avec vue sur le parc naturel. Et pour ces raisons, le FACT a lancé le concours Terra Award Sahel en 2018. Premier prix international des architectures contemporaines en terre crue au Sahel et dans les pays limitrophes. À la base de cette idée et de ces inspirations, il s'agissait donc de faire une déclinaison régionale du concours international du Terra Award. Nous nous inscrivons dans une lignée, dans une collection. La collection chez notre éditeur Muséo. Cette collection s'appelle Transition écologique et est dirigée par Dominique Gauzin-Muller, ici présente ce soir. Et nous la remercions encore infiniment pour tout le soutien, pour sa confiance sans faille et pour tout le support qu'elle nous a apporté pendant ces 3 années de réalisation du livre. Nous avons reçu, voilà, donc nous étions toutes ici présentes ou presque dans le jury, et nous avons reçu 50 candidatures sur plus de 12 pays du Sahel+, donc la bande sahélienne et les pays limitrophes. Et vous voyez ici sur la carte tous les projets que nous avons reçus, donc ça a été une belle surprise, et ils apparaissent dans le livre et ça reflète le dynamisme de la construction en terre crue au Sahel aujourd'hui. Ce qui nous a permis de compiler tous ces projets dans le livre Construire en terre au Sahel aujourd'hui, qui a été édité en 3000 exemplaires, dont 1500 sont en Europe et 1500 sont en route vers le Sahel. Derrière ces bâtiments inspirants, vous découvrirez des hommes et des femmes. C'est leur travail qui est dans ce livre mis à l'honneur. Avant de passer la parole à Madiana,
qui va développer plus avant ce sujet. Par ce livre et ces projets, nous insistons beaucoup sur le fait que la terre crue, comme matériau de construction, s'inscrit réellement dans le secteur du BTP au Sahel. Loin des idées reçues de bâtiments fragiles ou précaires, comme vous pouvez le voir dans cette dernière slide avant de passer la parole à Madiana. Le secteur de la construction au Sahel est en plein essor. Et nombreuses sont les grandes entreprises du BTP qui maîtrisent le béton et l'acier. Mais il leur reste encore une étape à franchir pour rejoindre les précurseurs qui agissent sur les grands enjeux environnementaux et sociétaux de notre époque. S'allie l'expertise des spécialistes de la construction en terre. L'Afrique de l'Ouest doit profiter de sa chance, pouvoir compter sur des pratiques constructives encore répandues, sur le savoir-faire des maîtres maçons respectés et sur un réseau d'acteurs engagés. Dans le secteur du bâtiment, les premiers qui proposeront une offre concurrentielle décrocheront tous les marchés, car les questions énergétiques et l'utilisation de nos ressources naturelles sont devenues des enjeux cruciaux. Et je laisse ici la parole à Madiana. Merci Odile pour cette transition. Donc, pour commencer, moi, je vais vous parler de l'environnement du bâtiment au Sahel et de la place du béton dans ce contexte. En Afrique subsaharienne, en milieu urbain, la quasi-totalité des bâtiments sont construits en béton armé sans conception bioclimatique particulière, avec comme conséquence le stockage et la diffusion de la chaleur à l'intérieur du bâtiment sans possibilité d'évacuation. Par ailleurs, certaines pratiques fréquentes sont non adaptées. Une erreur fréquente consiste à étancher la surface des murs avec du bitume, ce qui augmente considérablement l'absorption du rayonnement solaire vers le bâtiment. On peut aussi parler de ces bâtiments qui sont complètement recouverts de carrelage en façade, ce qui étouffe littéralement le bâtiment. Tout ceci a comme conséquence une augmentation des surchauffes à l'intérieur du bâtiment. Aujourd'hui, dans une ville comme Dakar, un habitant d'une maison, d'un bâtiment qui n'est ni climatisé ni ventilé est en inconfort thermique 63% de son temps, et ça peut monter jusqu'à 85% dans une ville comme Nouakchott ou aller encore au-delà de ces valeurs-là. Par ailleurs, l'Institut du changement de l'environnement de l'Université d'Oxford a fait des études qui montrent que les phénomènes caniculaires sont largement sous-estimés dans cette région du monde. Des études montrent d'ailleurs que les épisodes de température extrême, dont certains potentiellement au-delà des limites du supportable pour l'être humain, devraient se multiplier dans cette région dans les prochaines décennies. À tout cet inconfort thermique, la solution est souvent, trop souvent, la climatisation qui a connu une augmentation exponentielle. Au Sénégal, la climatisation représente 33% de la consommation énergétique globale du pays, et il faut savoir que 84% des gaz frigorifiques utilisés au pays le sont pour des équipements de climatisation domestique. C'est énorme comme quantité. Il y a aussi beaucoup de gaspillage qui sont liés à la climatisation, surtout dans le secteur public. Or, cette climatisation qui semble régler un problème, en réalité, l'aggrave. Pourquoi? Parce que comment fonctionne une climatisation? La climatisation va extraire la chaleur d'une pièce et la rejeter à l'extérieur via les compresseurs. Donc, de toute façon, on ne fait qu'augmenter la chaleur dans l'environnement externe des bâtiments
Donc, ce qui semble être une solution est en réalité quelque chose qui vient aggraver le problème. Et je peux parler aussi, un autre problème lié à la climatisation, c'est également la forte consommation, la forte pression que ça génère sur les équipements des installations et sur les installations de production d'électricité. Et ça fait que les sociétés de production d'électricité ont du mal à couvrir la demande. Ça crée les fameux gaps entre l'offre et la demande qu'on connaît et puis les délestages que toute la région ouest africaine connaît. Enfin, la climatisation, l'industrie du ciment et l'importation massive des matériaux sont responsables d'importantes émissions de gaz à effet de serre qui sont responsables du réchauffement climatique, comme on le sait. On a donc un écosystème qui contribue à augmenter le réchauffement climatique, qui lui-même augmente les canicules, qui sont renforcées par les surchauffes, etc. La boucle est bouclée. Et ce n'est pas anecdotique à cause de la poussée démographique. La population urbaine dans la région va être multipliée par 2 dans les 20-25 prochaines années. De nombreux bâtiments restent à construire pour loger toute cette population, et c'est autant de tonnes de béton à couler donc dans les décennies à venir. Il faut donc trouver une alternative. Quelle alternative? Sans diaboliser le béton, pourquoi ne pas diluer, on va dire, son utilisation? Pourquoi ne pas introduire une mixité dans les matériaux de construction? Peut-être même qu'on pourrait réserver le béton à principalement à des ouvrages bien spécifiques pour lesquels ce matériau est incontournable. On pourrait alors introduire d'autres matériaux de construction qui viendraient contribuer à réduire l'impact carbone, améliorer l'efficacité énergétique et le confort thermique, comme la terre crue, par exemple. Pourquoi la terre crue? La terre crue est un mélange d'agrégats de différentes tailles qui sont maintenus ensemble par une colle qui est l'argile. Et grâce aux argiles qu'elle contient, cette terre a une grande capacité d'absorption. Cette propriété permet aux constructions en terre d'assurer un bon confort thermique, mais aussi d'améliorer les phénomènes de condensation et d'éviter le développement de moisissures à l'intérieur de l'habitat. En somme, les parois du bâtiment respirent et les usagers qui sont dans le bâtiment ne s'en portent que mieux. Cependant, ce changement de paradigme n'est pas simple. Les savoir-faire se sont perdus, il faut les réimplanter en les modernisant, il faut créer les filières, il faut montrer l'exemple, donner envie, etc. Comment faire? Quelle piste activer? La piste des gouvernements, pourquoi pas? Mais vu les villes nouvelles qui sortent de terre en ce moment et qui sont plébiscitées par les gouvernements, on a du mal à y croire. Voici présenté donc au Salon international de l'immobilier à Cannes en 2017, le projet Diamniadio Lake City qui incarne la ville nouvelle à 2 milliards de dollars que rêve de créer le Sénégal. La piste des bailleurs aussi est une possibilité. Le changement pourrait venir des bailleurs de fonds qui sont des acteurs importants dans la région ouest africaine et dans la région du Sahel. Mais il faut savoir que la Banque mondiale fait du ciment un élément clé pour booster la productivité et l'innovation, et que l'AFD a récemment financé une cimenterie en Côte d'Ivoire. Donc, les bailleurs soutiennent plutôt les cimenteries qui sont des industries très puissantes dans les pays du Sahel, je dirais les industries les plus puissantes des pays du Sahel. Donc, elles sont donc soutenues par les États, elles sont soutenues par les bailleurs. Ces cimenteries sont omniprésentes sur les territoires de ces pays.
partout, un peu partout, on trouvera une cabane, une baraque où on vend du ciment, où les prix sont notés très simplement sur des bouts de carton. Et où qu'on aille, aussi loin qu'on va au Sénégal, au Mali, on trouve toujours des revendeurs de ciment. Les cimenteries font aussi beaucoup d'actions sociales via leur fondation. Ils construisent des écoles, ils distribuent des sacs de ciment, ils soudent des liens très forts avec les populations, ce qui crée ce qui renforce la dépendance. Et donc, on voit que le lobby cimentier existe et qu'il est fort. Alors, est-ce que ce sont les maîtres d'ouvrage qui pourraient apporter le changement? Pourquoi pas? Seulement, sauf que les maîtres d'ouvrage ne sont pas informés, ou alors, s'ils sont informés, ils ne sont pas forcément intéressés. Car contrairement à la terre, le béton s'inscrit comme un élément d'appartenance à la ville. Le ciment, en réalité, est plus qu'un matériau de construction. C'est un indicateur de promotion sociale. L'achat de tonnes de ciment et la fabrication de briques pour un futur chantier est un horizon désirable. Donc, c'est compliqué de toucher à un tel Graal. La tâche est très difficile. D'ailleurs, à ceux qui sont intéressés par cette problématique de la place centrale du ciment en Afrique, je conseille l'ouvrage très complet d'Armel Choplin, La vie urbaine du ciment, qui est en accès libre sur Internet. Alors, une piste pourrait également être la piste des acteurs de la construction, les artisans de la construction, les maçons, etc. Pour l'instant, ces acteurs constituent un réseau informel qui est assez difficile à capter, qui n'est pas toujours très organisé, qui n'est pas organisé en filière en tout cas. Donc, il n'y a pas beaucoup d'accès pour les former. Donc, c'est compliqué. Cependant, ça bouge. Ces acteurs-là s'organisent. La preuve, c'est qu'il y a le FACT. Il y a également de nombreux travaux académiques, de la recherche fondamentale, un peu de recherche appliquée. Donc, les universités et les écoles d'ingénieurs aussi commencent un peu à bouger sur ces questions. Et puis, voilà, il y a certains maîtres d'ouvrage convaincus, ceux qui sont convaincus qui sautent le pas. L'intérêt est donc là, il est timide, mais il est là. Et c'est d'ailleurs dans cette optique qu'a été organisé ce concours par le FACT qui a accru la visibilité de près des projets. Je vais maintenant vous parler de quelques-uns des projets à travers de projets en terre crue, à travers une technique spécifique qui est celle de la brique de terre comprimée. Alors, la brique de terre comprimée est une technique qui est intéressante parce qu'elle permet de réaliser des constructions de grande portée sans structure béton. C'est possible parce que la BTC peut jouer ce rôle structurel. D'accord ? C'est quoi la structure? La structure, c'est le squelette du bâtiment. Dans les constructions en béton, c'est ce canevas de poutres et de poteaux qu'on voit et qui vient porter les murs et la toiture. Dans les constructions en BTC, la structure va travailler différemment. Elle va travailler plutôt en compression. Donc, on va avoir des murs porteurs épais ou des toitures qui seront en voûte, qui vont contribuer à porter le bâtiment. Et il existe des règles de calcul pour calculer de manière précise les structures, les épaisseurs, etc. pour ces structures en BTC. Quelques exemples de projets. Donc, ici, on a l'hôtel Jolof
de l'architecte David Guyot, qui est construit par Élémentaire, qui est une architecture d'inspiration saint-louisienne à Dakar, sur 3 niveaux, en BTC porteur. À ma connaissance, en Afrique, dans la région, c'est le seul bâtiment qui soit en BTC porteur sur 3 niveaux. Donc, très bel hôtel. Ici, c'est le lycée professionnel et l'école primaire, dans un lycée professionnel et une école primaire dans le pays d'Ogon, par LVES Architecture et construite par l'entreprise Amati Guedara. On voit que le confort thermique est renforcé par des ouvertures dans le toit pour évacuer l'air chaud. Ces ouvertures, évidemment, peuvent être fermées en période de pluie. Donc, on est toujours sur des briques de BTC. Ce lodge en Côte d'Ivoire de Philippe Romagnolo, entre Lagune et Mer à Assigny, c'est voilà, un bâtiment qui résiste sans altération au vent et aux embruns depuis plusieurs années. Ici, on a notamment le centre de céramique de Bamako avec des façades, on voit les petits jours dans la façade porteuse, ce qui contribue à améliorer la ventilation naturelle du bâtiment. Ici, donc, on a une villa au Sénégal, à Guéréo, qui est construite en bord de mer aussi. Les BTC ont été réalisés sur le site avec la terre locale. Et puis, l'hôtel Onomo à Bamako, 4800 mètres carrés de structure porteuse avec des murs de 50 cm pour une forte inertie. Alors, la BTC, elle peut être porteuse, c'est ce qu'on vient de voir, mais elle peut aussi juste servir de remplissage, un peu comme les briques de maçonnerie pour les habitations en béton. Donc, ce sont les briques de BTC qui viennent juste servir à faire les murs, sans aucune structure fonctionnelle. Et dans ce cas-là, la mise en œuvre des constructions en BTC se rapproche vraiment dans le geste de celle des constructions en béton. Et là, on a un exemple d'un bureau, d'un immeuble de bureau, donc avec sa structure de béton et un remplissage en BTC. Et on voit que l'intérieur est tout à fait moderne. Il existe d'autres techniques de construction en terre crue. La BTC est l'une des plus récentes. Je vais laisser Mariam vous parler d'une autre technique qui est celle de l'adobe. Je vous remercie. Alors, la brique d'adobe. Avant de parler de la brique d'adobe, j'aimerais me permettre de parler un peu de la question, d'approfondir un peu je pense que ce que Madiana était en train de dire sur la question de la construction en terre au Sahel. En fait, pour nous, au sein du FACT, donc Odile a assez bien présenté le FACT, donc vous l'avez suivi, vous l'avez entendu, j'espère. Au sein du FACT, pour nous, la question de la construction en terre au Sahel est une suite logique, en fait, de nos savoir-faire, des savoir-faire qui existent depuis des millénaires au Sahel. Et pour nous, c'était une évidence de consolider ça plutôt que de continuer à aller exporter des techniques ailleurs ou des matériaux ailleurs. Donc, ça, c'est vraiment pour nous la base. Et l'autre aspect, c'est l'aspect économique. L'aspect économique ne veut pas dire forcément que la construction en terre va être moins chère de toute façon. Elle peut être moins chère ou équivalent ou plus chère en fonction des types de projets. Mais pour nous, à partir du moment où l'industrie de la construction utilise la terre, pour nous, c'est déjà économiquement, c'est une économie durable, équitable pour la population locale. Donc, quelque part, on encourage ça parce qu'on considère que c'est ça qu'il faut pour que nos pays
au Sahel et un peu au-delà puissent donner de la valeur à ce qu'ils ont chez eux et aussi se valoriser économiquement par rapport à ce qu'ils savent faire. Et l'autre aspect qui n'est pas le moindre, c'est le réchauffement climatique. Parce qu'on considère au sein du FACT que le réchauffement climatique impacte beaucoup ailleurs dans le monde, mais impacte beaucoup le Sahel, malheureusement à cause de notre climat. Et on se trouve un peu, on trouve cela un peu injuste parce qu'on n'est pas les plus grands producteurs d'effets de serre, mais on est les plus, on pense être parmi les plus impactés par le réchauffement climatique. Et donc pour nous, c'est vraiment aussi cet aspect-là qu'on souhaite développer, souhaite approfondir et faire connaître et réaliser le plus possible au grand public et aussi aux acteurs de la construction en terre. Alors, dans les slides qui vont suivre, je vais vous parler de la brique Adobe, de la technique de l'Adobe, qui est l'une des nombreuses techniques qu'on utilise dans la construction en terre. Et le Terra Award Sahel que Odile vous a présenté, donc le concours qui a permis de mettre en avant tous ces magnifiques projets qu'on peut trouver au Sahel et dans les pays voisins au Sahel. On s'est inspiré, comme l'a dit Odile, du livre du concours que Dominique a fait précédemment. Et pour nous, c'était vraiment une occasion d'élargir le réseau et aussi de montrer à tous et au grand public et aux acteurs de la construction que des exemples magnifiques de ce type de projet en terre existent et souvent pas très loin de nous et que les experts existent. Et notre but, c'était vraiment de mettre tous ces acteurs-là en valeur et les mettre en réseau, effectivement. Donc, Florian, merci de passer la slide suivante. Je vais commencer alors à montrer un peu ces projets en question. Et donc, sur cette slide, vous voyez, c'est l'hôtel Onomo, qui est un hôtel magnifique au bord du fleuve Niger, à Koulikoro, au Mali. Pas loin de Bamako, donc qui est construite en adobe. L'adobe, donc comme je pense la plupart d'entre vous le savent, c'est vraiment une brique faite avec que de la terre. Contrairement à d'autres, au BTC qu'on a présenté précédemment, il n'y a pas d'ajout, c'est vraiment de la terre pure qu'on moule comme nos ancêtres l'ont fait avant. Et qu'on démoule et après on laisse sécher et ça donne la brique d'adobe. Et donc ici à l'hôtel Nana Galemi, donc c'est toujours cet hôtel-là, ils ont utilisé cette technique d'adobe comme élément porteur, dans le sens où ils ont fait pour des raisons, je pense, des choix. C'est un couple, des clients privés, des personnes privées, pardon, qui ont fait ce projet-là et qui ont fait le choix donc de faire de l'adobe en élément porteur avec une dalle en béton. Et donc, ça veut dire que les murs d'adobe portent la dalle de béton. Et ils ont réussi alors à faire quelque chose de vraiment magnifique parce que quand on est dans le bâtiment, on ne sent pas du tout l'existence du béton, du tout. Et moi, j'ai passé quelques nuits là et c'est vraiment magnifique. Florian, vous pouvez passer. Oui. Donc, la prochaine slide, donc, vous voyez, c'est la maison Dôme. C'est une maison d'un particulier dans la région de Mopti. Et c'est aussi la même technique d'adobe en porteur, en technique de briques porteuses. Et là, oui, voilà, merci Florian, c'est la même un peu, vous êtes allé trop vite, merci de revenir sur le projet précédent, c'est aussi un hôtel, toujours en adobe à Mopti, fait par les deux projets, donc la maison Dôme et cet hôtel qui s'appelle l'hôtel La Maison Rouge, a été fait par un architecte conçu et réalisé par un architecte Amédée, qui a vécu longtemps dans la région de Mopti, que j'ai eu la chance de croiser quand je travaillais là-bas.
Et j'ai pu visiter l'hôtel, la maison, et c'est aussi le même principe. Donc, vous voyez, c'est sur 3 niveaux. C'est un hôtel en adobe avec le même système de toiture qu'on trouve un peu dans la région de Mopti, dans le sens où on met sur des murs, au-dessus des murs, on met des lattes de bois et on recharge de la terre dessus pour en faire une dalle en terre, en fait. Et je pense qu'à m'aider sur ce projet-là, à mélanger de la terre avec le ciment au niveau de la dalle. Oui, vous pouvez passer, voilà. Et le prochain projet, c'est le campement Kangaba, qui est à Bamako, je pense qui est assez célèbre pour ceux qui suivaient un peu l'actualité de Bamako ces derniers temps, mais pas pour les bonnes raisons, hein, mais pour vraiment le projet en lui-même, il est magnifique et il est fait aussi en terre, en adobe, porteur aussi, avec une toiture légère, donc pas en béton, mais comme vous voyez, voilà, sur les photos, à l'intérieur, vous pouvez voir, c'est du bois. Le propriétaire de l'hôtel a beaucoup travaillé avec le bois et autant au niveau des sols, autant au niveau des toitures que des meubles. Ils conçoivent des meubles aussi et c'est vraiment les ouvertures, vous voyez, vraiment, c'est un bel espace et c'est un très, très beau projet. Donc, tout ça, c'est des exemples qui donnent envie aux gens qui visitent ce genre d'endroit d'avoir, quand ils dorment dedans, ils se disent, oui, c'est vraiment magnifique. C'est comme quand on dormait au village, dans nos maisons en terre, c'est agréable et tout, mais on voudrait avoir quelque chose d'aussi moderne chez nous. Je parle des clients urbains, des gens qui vivent dans les zones urbaines. Et je pense que c'est allé un peu trop vite, Florian, vous pouvez revenir. Voilà. Ce projet-là, c'est un projet de maison d'hôtes qui s'appelle Joliba Lodge à Niamey, au Niger, qui est un projet de BTC, mais BTC stabilisé. Donc, BTC, c'est la brique de terre comprimée et qu'on a utilisée avec de l'adobe en appui. Et par contre, les toits, pardon, Florian, vous pouvez revenir. Pardon, la toiture, voilà, merci. La toiture est totalement faite sans bois. Donc, c'est des toitures en arc avec un peu les principes des voûtes nubiennes. Voilà. Donc, ce projet aussi, qui s'appelle la Maison des Yvelines, a été fait par un architecte de la voûte nubienne, Mathieu Hardy, et qui se trouve à Orosagou, je crois, au Sénégal, dans un village au Sénégal, et qui est une maison de coopération entre les Yvelines et ce village-là. Et c'est un magnifique projet aussi, tout en voûte nubienne. Donc, la voûte nubienne, c'est vraiment la technique de construction typique qui utilise l'adobe dans son état pur, quoi. Voilà, donc on peut continuer. Et ça, c'est une école maternelle au Maroc qui s'appelle Oulad Mergouj, c'est ça, et qui a été fait par BC Architecture et qui est aussi une technique de construction en adobe porteur aussi. Donc, mais avec une toiture légère, comme vous pouvez voir aussi sur les photos. Oui, vous pouvez passer. Voilà, ça c'est une école au Niger, s'appelle dans le village, donc c'est une école rurale qui s'appelle dans un village qui s'appelle Karé-Gorou et qui est aussi donc en adobe porteur. Et oui, vous pouvez passer. Oui, et ce magnifique projet est un projet d'un de nos confrères nigériens au Niger qui s'appelle Omar Bembello et qui est en fait un grenier à oignons. Et on l'appelle le grenier du Sahel. Et c'est vraiment magnifique comme projet parce que ça utilise vraiment les caractéristiques de la terre pour conserver l'oignon dans ce climat-là que vous pouvez constater sur la photo.
Et c'est vraiment magnifique de pouvoir utiliser ce matériau-là, parce que la façon dont c'est conçu, c'est dommage, il n'y en a pas une photo de plus près. On voit que c'est vraiment des murs très, très épais qui permettent donc de conserver la fraîcheur dans la pièce. Et c'est vraiment large, hein, c'est quelque chose sur 900 mètres carrés. Et en même temps, qui avec des tout petits trous qui permettent la ventilation aussi. Donc, c'est une technique à encourager et à développer plus dans les zones où les gens en ont vraiment besoin. Oui, donc ça, c'est un projet d'aérogare conçu par notre chère Odile, qui est en briques de terre aussi, en briques de terre BTC, non stabilisées. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas rajouté de ciment pour ces BTC-là. On a compressé les briques à l'état naturel. Et donc, voilà, c'est quelque part au nord du Niger. Et c'est un magnifique projet. Et alors, le projet suivant est très intéressant. Il n'a pas l'air comme ça. Hein. Vous allez me dire, oui, c'est quelques maisons comme ça. Mais c'est vraiment, pour nous, c'est très, très intéressant parce que c'est une association qui s'appelle Association La Construction Sans Bois au Niger, plus avec les partenariats d'une ONG, le CISP au Niger, qui a été l'occasion, d'ailleurs, ce partenariat-là a été l'occasion pour Odile et d'autres membres du FACT, ainsi que moi, de nous rencontrer, parce que ça rentrait dans le cadre d'un grand projet qui s'appelle Industrie culturelle, la construction en terre en Afrique. Et en fait, ça a permis, donc nous, on a travaillé tous ensemble, et après les travaux qu'on a fait, les documents qu'on a produits, ça a donné l'idée au HCR, donc de commander des maisons pour les réfugiés à Difa, dans la zone de quelque part au nord du Niger, pour de demander à la construction sans bois, l'association La Construction Sans Bois, de réaliser ces logements-là pour les réfugiés, vu voilà, la situation dans ce pays-là, un peu partout dans le Sahel, malheureusement. Donc, ces maisons-là, ils en ont réalisé des centaines pour les réfugiés et les gens sont très, très, très contents avec ça. Il y a quelque chose qui ressort pour faire court, parce qu'il ne faut pas que je sois trop longue, c'est que les gens, quand ils sont dans ces maisons-là, ils disent que quand on leur tire dessus, les balles ne rentrent pas parce que les murs sont faits en terre et ça ralentit l'épaisseur du mur et le matériau terre ralentit l'impact des balles et donc ils courent se cacher dans ces maisons-là en cas d'attaque. Donc, pour nous, c'est vraiment quelque chose de touchant et on espère, et aussi le fait qu'on ait demandé à cette association-là de faire ces maisons-là, pour nous, c'est un assez grand impact déjà des actions préalables. Et oui, donc cette maison, c'est une maison privée, toujours au Niger, c'est la maison de la Tapoa. Odile en a brièvement parlé, c'est une maison qui est installée aux abords d'un parc naturel. Et c'est aussi une maison en adobe porteur avec la technique de la voûte nubienne. Et la slide suivante. Allô? Florian, merci. Donc ça, c'est une photo d'un détail de cet hôtel, de cette maison. La slide suivante ici. Alors, il y a une slide qui a sauté, je pense, où on voyait l'école villageoise de Dioubéba, mais bon, c'est pas très grave, on va avancer, qui utilisait la technique de la technique. Ah oui, elle est là, voilà. Donc, c'est vrai, c'est ça vient après les techniques mixtes. Donc, on va essayer de parler de techniques mixtes, donc de quand on mixe l'adobe avec d'autres matériaux. On en a vu un peu précédemment, mais là, c'est beaucoup plus sur les prochaines slides, ça va être beaucoup plus marqué. Donc, vous voyez ici cette école un peu avant.
Voilà, cette école villageoise de Djoubéba au Mali, c'est une technique de bloc latéritique de terre. Donc, c'est beaucoup, ceux qui connaissent un peu la région du Sahel savent qu'il y a des zones dans le Sahel où le sol est très latéritique. Et donc là, on peut difficilement extraire la terre. Et donc, les gens ont développé, la population a développé une technique où on peut découper des blocs de latérite dans la terre pour en faire des briques, en fait. Et donc, cette construction-là a été faite avec ces blocs-là. Et c'est des briques très résistantes pendant toute la construction qui ont fait l'objet de tests, de compression. Et cette technique est de plus en plus développée, de plus en plus utilisée, principalement au Burkina. Et on espère dans d'autres pays du Sahel bientôt. Et voilà. Donc, sur la photo suivante, alors, c'est une des BD qui montre un peu les techniques de construction qu'on a utilisées pour montrer les techniques mixtes pour l'hôtel Nana Galeni. Donc, vous pouvez passer la slide suivante. Et ça, c'est une technique de construction donc, que j'ai expérimentée moi-même, puisque c'est ma maison. Et je vis actuellement dedans. Donc, c'est une technique de construction d'adobe mélangée à une structure poteau-poutre. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a construit donc la structure dalle, poteau, poutre. On a tout fait, tout l'élément de la structure en béton. Et on est venu derrière remplir toutes les parois en terre, en adobe. Alors, on a été obligé de régler des petits soucis qui ne sont pas vraiment des petits soucis, mais qui sont des soucis de jonction entre l'adobe et le ciment, le béton, notamment au niveau des poteaux et des poutres. Donc, ce qu'on a trouvé comme solution, qui a été, bon, j'ai oublié de dire que j'ai travaillé sur ce projet-là avec un maître maçon de Djenné qui s'appelle Boubacar Kouroumansé et qui a fait un travail magnifique et qui m'a trouvé plein de solutions parce que en bon architecte, j'ai dit je veux ça, je veux ci, je veux ça, je veux ci. Et lui, il était là toujours à essayer de trouver des solutions à tout ce que je voulais. Donc, ce qu'il a trouvé comme solution, qu'il a proposé, qu'on a expérimenté, qui marchait très bien, c'est la toile de jute qu'on a enrobée dans du plâtre et qu'on a enroulé les poteaux. Je ne sais pas si vous voyez sur la bande dessinée en bas à droite, vous voyez tous les poteaux et les poutres ont été entourés de toile de jute, trempées dans du plâtre de manière à ce que ça colle bien. Et on a badigeonné après avec de la barbotine de terre pour que ça fasse bien sa prise. Et c'est seulement après qu'on est venu monter les briques d'adobe. Donc, ça a vraiment permis, ça a évité qu'on se retrouve avec des fissures au droit des murs et des poteaux. Et c'est quelque chose qui a très, très bien marché. Je vous montrerai les photos de l'intérieur après. Voilà, donc ça, c'est des photos extérieures. Donc, c'est vraiment, moi, ma volonté, c'était d'habiter dans une maison moderne parce que j'avais besoin de convaincre ma clientèle en tant qu'architecte dans une zone urbaine qui veut convaincre ses clients de construire en terre. J'avais besoin de faire une maison moderne. Donc, quand je dis moderne, avec toutes ces commodités, avec des grandes ouvertures, avec la lumière qui rentre, la ventilation et des finitions propres qui peuvent donner envie aux gens de dire « Ok, moi, je ne suis pas trop dans les histoires de terre, mais j'aimerais bien habiter dans cette maison. » Donc, ma volonté, c'était vraiment ça, tout en utilisant les avantages de la terre. Donc, pour moi, c'était d'utiliser ça dans les parois, donc d'empêcher le rayonnement direct sur les murs et qui fait que la maison ne soit chaude à l'intérieur.
et aussi d'avoir des auvents et d'orienter. Vous allez voir peut-être sur la photo précédente, Florian, vous pouvez passer, vous mettre précédente encore. Oui, voilà, vous voyez la partie tout en noir, c'est la partie noire, c'est un bleu en réalité, mais ça fait noir, qui est exposé en plein est, donc qui reçoit et le plus de chaleur et aussi le plus de pluie quand il pleut. Donc, j'ai décidé de fermer totalement cette partie-là. Ça correspond un peu à une des limites du bâtiment parce que c'est sur 2 terrains, donc à la limite d'un des terrains. Et c'est pour ça que c'est complètement aveugle. Et la maison donc est orientée sur cet arbre-là qui existait déjà, que j'ai conservé et qui donne de belles et bonnes mangues. Odile, tu peux en témoigner ou pas? Non, Odile n'a pas goûté les mangues. Donc voilà. Et sur la photo à côté, vous pouvez voir que j'ai profité donc de l'autre terrain qui était libre pour le moment pour en faire un potager. Et donc, c'est un cadre très agréable. Je suis très contente d'habiter dans cette maison. Une dernière chose que je voulais dire par rapport aux enduits. Donc, les parties en terre, comme vous voyez là, tout autour des grandes ouvertures, c'est vraiment de la brique d'adobe enduite avec la terre qu'on a laissé pourrir sur le chantier, parce qu'on avait utilisé la terre du chantier aussi. Ça, c'était important de le dire, j'avais oublié. Et donc, c'est vraiment, on a fait les enduits à la terre et on n'a pas eu de soucis parce que les murs sont assez bien protégés de la pluie. Mais les murs qui sont exposés à la pluie, malheureusement, je n'ai pas de photo de ça, on les a. Ah si, peut-être la photo suivante où on voit les petites ouvertures. Oui, voilà, en haut à gauche, on voit là, j'ai utilisé de la terre en enduit mélangée avec de la chaux. Et ça fait 3 saisons les pluies. J'ai jamais dû reprendre l'enduit ou quoi que ce soit, ça tient très bien. Donc, je pourrais partager le dosage que j'ai utilisé à ceux qui sont intéressés. Je peux mettre ça peut-être sur le site du FACT s'il y en a qui sont intéressés pour avoir le dosage qu'on a utilisé. Mais ça marche vraiment. Et ça, c'est un conseil d'un de mes profs de cratère, Alexandre Douline. Merci. Donc, voilà. Et vous voyez un peu les photos à l'intérieur de la maison. Donc, c'est, voilà. Quand les gens rentrent, les gens me disent « Mais t'es sûr que tu as mis de la terre? C'est pas possible, ça peut pas être une maison en terre, ça. » Donc, pour moi, j'ai un peu réussi le pari de convaincre mes futurs clients pour construire en terre. Je n'ai pas encore de commande, mais je suis optimiste là-dessus. Donc voilà, j'ai été bavarde, mais je voulais un peu vraiment vous parler de cet aspect-là de la construction en terre contemporaine qu'on souhaite mettre en avant, nous, au sein du FACT. Et on compte… j'ai vu une question passer rapidement sur Facebook où quelqu'un demandait quelles sont les conditions pour participer à cette version spéciale Sahel. Donc, vous voyez, il y a une page Facebook FACT Sahel qui est en train de répondre aux messages. Donc, n'hésitez pas à manifester votre intérêt et on va vous recontacter. Voilà, merci Odile. Je te passe la parole. Merci Marianne. On passe la parole à Amélie qui va nous parler des femmes bâtisseuses et de la transmission. Merci beaucoup Marianne. Merci Maria, merci à toutes. Bonjour les bâtisseuses. Oui, on va parler de la transmission des femmes bâtisseuses. C'est vrai qu'avant de rentrer dans le sujet, je voulais remercier vous toutes d'ailleurs et Odile parce que notre rencontre a été au Niger lors de l'exposition Femmes bâtisseuses du Niger en 2011 au Centre culturel français, au CCFN de Niamey, où j'exposais justement les femmes bâtisseuses du Niger et des îles d'Ayourou. Et je pense que notre aventure du FACT est partie dans cette première rencontre et ensuite ce projet
sur les industries, sur l'architecture, la construction en terre, une industrie en développement. Et on a fait un très beau projet, puisque moi j'ai amené la partie de l'Afrique centrale, étant du Cameroun, mais le Royaume Congo étant du Royaume Congo, puisque au Cameroun on a une partie sahélienne, mais aussi on a une partie forestière. Et dans tout le pays, on construit en terre et avec différentes techniques. Notamment au nord, on va effectivement parler de toutes les techniques que nous avons présentées. Et dans les forêts ou à côté des forêts ou au bord du fleuve, les différents cours d'eau, on va mixter, oui, dire ça, la terre avec soit le bambou, soit avec du bois, ou le torchis aussi, tout simplement, ou la bauge. Et donc, voilà, donc, je pense que notre rencontre est continue et je suis très contente de participer, bien sûr, dans cette table ronde. Merci à Fiona, parce que bon, Fiona, c'est une amie encore de plus longue date. On a fait beaucoup de choses aussi ensemble. À la Cité d'Architecture, puisqu'on a eu une rencontre en 2018 avec Cody, et puis au retour du Burkina, justement, sur un travail avec les femmes bâtisseuses de Tébulé, que je voudrais rendre hommage parce que c'est elles qui m'ont mis dans la terre, puisque ma première transmission a été faite au Burkina Faso en 96, donc c'est pas d'hier, ça fait très longtemps, et c'était mon diplôme d'architecture. Et donc, cette transmission s'est faite tout simplement sur un chantier école où on a proposé aux hommes de nous apprendre la bauge, donc les boules de terre, construire en boules de terre. Et ensuite, le travail des femmes est venu par la suite pour faire des enduits et des décorations, mais qui sont des écritures symboliques. Je voulais rendre hommage à tous ces bâtisseurs et bâtisseuses qui sont dans l'ombre, parce que c'est elles qui tiennent le savoir, et le transmettre à tout le monde, des gens comme nous, permet aussi justement de les mettre en avant. Et je rends vraiment hommage à toutes ces femmes et ces hommes qui sont auprès de nous. Mariam a parlé des maçons de Djenné, mais voilà, il faut qu'on les fasse parler à un moment donné aussi, pour qu'eux-mêmes puissent voilà, témoigner de ce qu'ils ont aussi appris des autres. Et pourquoi la transmission avec les femmes bâtisseuses? Parce qu'effectivement, en tant qu'architecte, mais j'ai aussi une formation de génie civil, puisque j'ai fait un bac génie civil avant. J'adore les matériaux et je pense que ces femmes-là, et ces hommes d'ailleurs, font de la recherche. On l'a vu à Sibi, où elles utilisaient le matériau ou la matière qui était sur place et cherchaient elles-mêmes et trouvaient elles-mêmes des solutions, comme en plus nous a encore témoigné Mariam avec la toile de jute et avec le maçon qui lui trouve les solutions. Et je pense que voilà, ce travail-là mérite aussi encore plus. Ce qui est bien, c'est qu'elles sont dans le réseau et qu'on puisse continuer avec elles. Donc, pour continuer, tu peux passer les diapos, Florian. Donc, effectivement, tout le travail que j'ai fait durant tout ce processus m'a permis d'essayer de transmettre aussi ce savoir à travers une exposition qui s'appelle Les femmes bâtisseuses d'Afrique et d'ailleurs. Et notamment la place des femmes dans la construction et dans la réhabilitation. Donc, on les voit ici, elles sont de tout ordre, aussi bien une jeune fille qui transmet, qui est sur le chantier de l'atelier, et les femmes qui sont avec toute la beauté des couleurs des habits, montre un décor extraordinaire dans l'application des enduits et des décorations. Il faut savoir qu'elles sont très organisées. Les plus anciennes apprennent
aux plus jeunes, et chacune a sa place. C'est-à-dire que tout est organisé. Celle qui fait les enduits, c'est la connaisseuse. Elle va connaître, elle va présenter aux autres les techniques. Il y a celle qui applique. Et tous ces matériaux sont connus par elles. Elles vont le chercher, elles vont le travailler et ensuite elles vont transmettre. Et là, la deuxième photo que vous voyez, c'est donc Burkina Faso. Et le chantier, enfin la transmission, on l'a fait en 2018, parce que j'y vais tout le temps pour essayer de continuer et de suivre les évolutions des enduits et des décorations à travers elle, avec elle. Donc, on apprend tous les jours, parce que tous les jours, elle découvre des nouvelles techniques. Et nous, on essaie justement de capitaliser ces techniques et de les transmettre aussi aux autres. Donc, autour de ça, avec le FACT Sahel, bien sûr, en 2019, on a eu la chance d'avoir aussi des femmes de Gaoui, du Tchad, qui sont venues à Sibi, donc dans le cadre du festival des maisons décorées, pour aussi présenter leur façon de faire, leurs décors, qui sont typiques à ceux de la région du Gaoui au Tchad. Ensuite, voilà, on les retrouve encore, celles du Niger, d'Ayourou, donc avec lesquelles j'avais travaillé sur le fleuve Niger. Elles sont venues à Niamey sur le projet de Odile, sur l'école de couture. Ce qui était très intéressant, c'est que c'était la première fois qu'elles sortaient de l'île d'Ayourou, des îles, parce que et elles ont fait un travail extraordinaire, c'est-à-dire qu'elles sont beaucoup plus appliquées, les lignes sont parfaites et la transmission s'est faite, elles ont transmis leur savoir à 40 jeunes, parce qu'on a organisé avec Odile et puis avec toute l'équipe technique, enfin toute l'équipe de CSP, un chantier école, c'était la fête des enduits. Et vraiment, on s'est amusé. C'était un apprentissage formidable parce que c'était in situ et vraiment, elles se sont, comme on dit, défoncées pour nous donner une œuvre extraordinaire. Donc, on a vu, bien sûr, des formes rectangulaires, enfin rectilignes, et puis aussi des fleurs, mais toutes en travaillant sur la perfection. Elles étaient perfectionnistes et elles sont perfectionnistes dans leur travail. Et ça, c'était super. Donc, on voit la matière, l'eau, la terre, les pigments. Les pigments sont naturels, avec soit issus du végétal, soit issus, bien sûr, des pierres, des roches, etc. Et elles font leur mélange comme si voilà, elles cuisinaient à la maison. Et ensuite, voilà, elles nous offrent un travail. Vous avez vu, il n'y a pas de pinceau. Le pinceau est fabriqué aussi avec un bout de tissu et un bout de bois. Et elles arrivent à faire une ligne tout à fait sans la règle. Ça, c'est aussi la beauté de ces femmes. Et donc, il y a différents types d'enduits. Il y a un premier enduit qui accroche justement le mur. Ensuite, il y a un deuxième enduit, voire un troisième enduit. Et le tout, justement, le travail de la matière, de la plasticité, de l'adhérence des couches, d'une couche à une autre, permet d'avoir un lissage parfait avec un galet, donc une pierre qui permet donc de lisser et puis après de travailler l'application des enduits et les décorations. On continue. On peut voir aussi le travail après, voilà, on voit la beauté donc de la mise en œuvre de ces décors. Alors à Sibi, je pense que c'est un caractère décoratif, quoique elles racontent aussi l'histoire de leur propre maison, l'histoire de leur vie, mais à travers leurs propres symboles. Chez les Kassena au Burkina Faso, c'est vraiment l'histoire aussi de la vie quotidienne. Donc, il y a beaucoup de codes au niveau des décors
qui permettent de raconter l'histoire de la population, mais aussi on voit les totems, on voit des lieux de rites, etc., etc. Donc vraiment, il faut regarder les peintures, les décors comme une écriture, une histoire que ces femmes, elles racontent à travers la technique des enduits, à travers le travail de la couleur, etc. Bogoja, voilà, j'ai parlé de Bogoja. Donc, 6 ans de festival, très beaux produits naturels, tout est naturel. On voit ces belles couleurs de pigments. On peut continuer. Et ensuite, donc là, avec un pinceau, très bien, très bien. Vous voyez, vraiment, il n'y a pas de règles, c'est à l'œil. Hein. Elles ont travaillé leur œil pour pouvoir faire des décors parfaits, des lignes parfaites, mais avec une maîtrise du matériau et des pigments. Voilà, j'ai rien à dire, la photo dit tout. Et ensuite, oui, donc le fait d'avoir appris sur le terrain m'a permis aussi, voilà, de transmettre aux jeunes, aux plus jeunes, et d'où les ateliers d'architecture que je fais, qu'on fait à travers notre association et aussi avec le Sahel, bien sûr. On fait des ateliers d'architecture de terre où on initie les enfants à toucher ce matériau, qui est un matériau très sensible, qui éveille aussi une sorte d'art, parce qu'on veut créer. Et par le toucher de ce matériau, c'est comme la pâte à modeler, c'est la pâte à modeler. On commence, on dit, oh, c'est de la gadoue, etc. Mais ensuite, plus on la touche, plus, voilà, il y a l'esprit créatif qui se met en place et c'est très intéressant. Et donc, bon, voilà, là, c'est la remise des prix de Bogoja, justement, avec le jury. Voilà, tu peux faire passer les femmes qui reçoivent leur prix parce qu'on avait, il y avait beaucoup de prix. Le prix de la meilleure du grenier, prix d'une concession peinte, un prix des murs peints, un prix sur la technique de la mise en œuvre des techniques et des décors. Enfin bon, magnifique. Et la récompense est justement de promouvoir ce travail des femmes, qui est un travail de recherche, je tiens à le signaler, parce qu'en fait, elles vont chercher les couleurs elles-mêmes avec les matériaux qu'elles ont sous la main. Et ça, c'est extraordinaire. Donc voilà, ça c'est la remise un peu des prix, différents types de prix, jusqu'au moulin à grains, etc. Des décortiqueuses, voilà. Ensuite, donc, le travail des enfants, donc les ateliers, comme je vous avais dit, le stage des différents techniques de construction. On voit là l'adobe avec un moule. Ensuite, ils ont travaillé sur des boules de terre. Et on termine par cette performance qu'on a faite en 2018 avec les enfants d'un quartier à Ouagadougou, où ils ont construit eux-mêmes leur cabane que vous voyez debout et qui l'ont décorée avec les pigments naturels. Voilà, et nous avons accompagné tout ce travail au Burkina. Et donc, rendez-vous à Cergy et le CAE de Cergy, en collège, pour continuer l'aventure avec les enfants bâtisseurs en terre. Merci. Merci, Amélie. Fiona, on peut terminer, voilà, rapidement sur la dernière.
On a commencé à répondre, en tout cas, par message. On avait juste une toute dernière petite partie, rapidement. Super, merci. Et on a pris note des questions sur la plateforme Facebook. On a commencé à y répondre déjà par écrit pour ne pas être pris par le temps. Et donc, si Florian peut mettre la toute dernière partie et conclusion. Super, merci. Qui sera assez rapide, mais donc c'est pour revenir après toutes ces belles présentations sur le fonctionnement du FACT, notre réseau, puisqu'on nous demande souvent quand on voit le livre ou l'exposition, mais c'est génial tout ce que vous faites, on adore, on veut construire comme vous. Donc on aime bien préciser à la fin de notre présentation que le FACT est un réseau. Donc, nous mettons en relation les particuliers d'un côté. Par exemple, vous êtes une institution publique ou un privé et vous avez vu notre exposition ou notre livre et nous allons vous conseiller, vous orienter et vous donner l'annuaire. Si vous êtes un expert, sur la slide suivante, au Sahel ou dans les pays limitrophes, vous nous contactez. Donc là, on est par exemple 200 sur un WhatsApp. On s'échange les informations techniques, les dernières nouvelles et on vous inscrit sur l'annuaire qui sera diffusé donc aux particuliers, aux maîtres d'ouvrage potentiels qui souhaitent construire en terre. Donc notre livre est vraiment, voilà l'annuaire, le livre est un très bel outil parce que ça vous permet de voir toutes les possibilités de la construction en terre avec toutes les techniques et pour tous les budgets, toutes les tailles, en toutes conditions, en brousse ou en zone urbaine. Donc ça, c'était l'annuaire dont je vous parlais, ce qui vous permet, comme je le dis sur la slide d'après, de travailler avec des experts qui sont qualifiés et passionnés par leur métier, et c'est ce que nous, on préfère au FACT. Et puis, je continue sur les slides suivantes. Donc voilà, pour résumer, le FACT, c'est un réseau qui fédère en interne et qui informe en externe. Nous avons pour cela des outils que nous avons développés, que je vais rapidement vous passer en revue. Nous organisons donc des workshops qui permettent de présenter à un public plus large, plus adulte, des professionnels, les différentes techniques, et puis de venir voir comment ça marche et essayer permet de convaincre différents publics. Nous avons aussi ce bel ouvrage maintenant qui nous sert de catalogue et il est en train d'être acheminé dans tous les pays du Sahel parce que c'est très convaincant donc d'arriver près d'un maître d'ouvrage potentiel avec cet ouvrage en main. Et puis cet ouvrage a été décliné en exposition que nous pouvons diffuser, et avec également l'exposition du Terra Award, Architecture en terre d'aujourd'hui, dans différents endroits, sur les slides suivantes aussi. Donc, on a eu l'occasion d'exposer les projets du Terra Award Sahel à Sibi au Mali. L'école d'archi de Toulouse nous a accueillis également en primeur et on les remercie encore. Les instituts français au Bénin, au Mali, dans d'autres pays. Et voilà, la petite slide d'après, c'est un autre outil donc, que vous allez découvrir sur les autres images. Ce sont des clips 360 que vous pouvez télécharger donc, sur notre page internet, notre site, et que vous pouvez donc visualiser depuis chez vous. Cela accompagne l'exposition et en architecture, il n'y a rien de mieux que ça, rien de tel, pour venir visiter des projets qui sont dans notre livre, sans bouger de chez vous. Nous avons aussi dessiné et mis en place, d'ailleurs avec l'aide de Dominique et puis avec Amélie, donc toute cette expérience de bâtir et développer, de travailler avec les enfants, des expériences, comme disent mes enfants, qui permettent, voilà, avec une petite bande dessinée, et je salue Georges Keita qui l'a dessiné, d'approcher au plus près des sciences de la matière et d'apprendre de façon ludique. Voilà, et puis si on peut avancer, Florian, merci. Si l'eau t'échappe, la terre t'est fidèle. C'est les petits mots que nous sortent nos chers apprentis, jeunes apprentis sur nos ateliers divers et variés, comme l'atelier cabane, par la suite, qui a beaucoup de succès.
à Bamako et ailleurs aussi. On fera bientôt un concours, Amélie, n'est-ce pas, d'un pays à l'autre, parce que ça marche du tonnerre. Tout à fait. Et voilà, sur les dernières slides, on voit les dernières activités qu'on fait pour les jeunes, parce qu'on est tous et toutes persuadés ici que c'est très important de travailler avec les plus jeunes, qui apprennent par les mains sans vraiment... Voilà, ils sont imprégnés des possibles. Si on peut revenir juste un petit peu, nous avons eu la chance d'avoir Fatoumata Bagayoko et sa compagnie, Massira Touré aussi, et la compagnie Djiri Ladon, qui ont créé pour nous un spectacle de l'éphémère magnifique, très émouvant, sur le cycle universel, avec cette question qui revient souvent au Sahel. Nous venons de la Terre et nous retournerons à la Terre. Et c'est sur ces dernières images que nous vous donnons rendez-vous, si ça vous a plu, en février à Ouagadougou pour le prochain FACT, le 5e forum, qui sera organisé à Ouagadougou, au Burkina Faso, par notre cofondateur et partenaire YAM Solidarité et tous ses partenaires au Burkina Faso. On se donne rendez-vous là-bas, comme vous le voyez sur la dernière affiche. On vous remercie énormément pour votre attention, votre participation et puis toute l'équipe des bâtisseuses ici présentes. Et nous remercions également Fiona pour cette invitation à la Cité de l'Architecture de Paris et tous les partenaires que vous voyez sur les logos, bien évidemment, qui nous ont soutenus depuis le début. Et on termine par cette phrase consacrée au Sahel. On est ensemble. Merci beaucoup.